Bon, ben, soyez les bienvenus pour cet échange autour du Vastu. Alors, on va orienter aujourd'hui cette discipline ancienne qu'est le Vastu Shastra dans une direction vraiment particulière qui est l'interaction avec l'habitant en termes de santé. Parce qu'il y a de nombreux impacts en fait du Vastu. Bon, on peut le décliner sur différents axes, mais on en a choisi un qui est en fait le rapport à la santé des habitants et quel est l'impact en fait dans cette relation intime en fait entre l'habitat et l'habitant. Alors voilà, je me présente, Laurent Montels, je dirige avec mon épouse qui va aussi prendre quelques instants pour se présenter, pour diriger en fait cet institut. Merci. Donc je suis Lydie, donc nous co-dirigeons l'Institut français de Vastu. Dans cet institut, en fait, il y a deux fonctions. La première fonction, c'est l'harmonisation des lieux. Alors les lieux, c'est tout type de lieux, hein. C'est pas forcément une habitation, ça peut être aussi une entreprise, un cabinet médical, un hôtel, une usine. On est intervenu sur des lieux complètement différents et extrêmement variés, avec un public extrêmement varié, pas seulement autour de la spiritualité. Vous voyez, on peut se dire, il y a certains critères autour de la spiritualité, mais en fait, c'est des gens très très différents qui nous ont sollicités. Donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est la formation des consultants pour qu'eux-mêmes pratiquent l'harmonisation des lieux. Alors, déjà avant tout, avant de peut-être parler de l'impact de l'habitat sur les habitants, sur leur santé, peut-être, est-ce que vous connaissez le Vastu Shastra en tant que tel? Alors, le Vastu Shastra, pas du tout. Donc, le Vastu Shastra, c'est, en fait, on dit que c'est l'ancêtre du Feng Shui, même si le Feng Shui a eu beaucoup d'autres influences. Le Vastu Shastra, c'est, en fait, à la base, l'art de construire les temples en Inde. Et les architectes appliquaient le Vastu Shastra pour construire des temples. Et suite à cela, en fait, il y a une étude de ces constructions et on a pu ériger des lois. Et ces lois, en fait, les architectes qui sont sensibles à l'énergie les appliquent dans l'habitat. Alors évidemment, aujourd'hui, on a plein de contraintes comme le PLU, comme plein de choses, certaines volontés, mais on essaie d'appliquer ça. Et il y a aussi donc ces choses, l'autre versant que nous on applique, c'est le versant correctif. C'est-à-dire que le lieu est construit et on intervient après la correction. Je te passe le micro. Alors moi, en tant que thérapeute, en fait, c'est vrai que j'ai tout de suite accroché dans cette discipline parce que je me sentais concerné en tant que thérapeute. La plupart des personnes qui viennent à l'Institut, on va dire il y a deux axes. Il y a effectivement les thérapeutes qui voient un intérêt en fait thérapeutique à la méthode, et puis bien sûr aussi tous ceux qui sont en lien avec l'architecture, que ce soit des architectes, mais des gens qui sont dans l'immobilier, des constructeurs, parce qu'ils voient bien en fait qu'il y a des chantiers par exemple qui fonctionnent très bien, où tout est harmonieux et simple, alors que d'autres, en fait, on voit qu'on cumule les problèmes et on ne sait pas pourquoi. J'ai l'habitude de dire aussi, dans une ville, vous vous promenez dans une rue commerçante et vous voyez qu'il y a des commerces qui fonctionnent très bien, puis certains, en fait, régulièrement, ça change de propriétaire, on voit liquidation totale ou autre parce que ça ne fonctionne pas. Et quand on a un décodage, en fait, Vastu, on comprend complètement pourquoi. Mais moi, au départ, c'était plutôt l'impact, effectivement, sur l'habitant. Parce que je me suis dit, et ça m'a paru évident dès la première correction que j'ai pu voir, c'est qu'on changeait la vibration de l'habitat et que, en fait, même si on faisait du soin auprès de la personne, mais si elle rentre chez elle et que l'habitat est toxique, eh bien, elle va décliner. Et en fait, on peut faire tout type de traitement, ça va retomber au bout d'un moment. Voilà. Donc ça, c'est pour introduire. Continue ou tu... Vas-y, je t'en prie. On va prendre quelques exemples pour illustrer en fait ça. Si par exemple vous avez votre cuisine
qui va être du côté ouest de l'appartement ou l'ouest de la maison. Eh bien, l'ouest offre de nombreux points positifs, mais aussi de nombreuses difficultés. Et par exemple, si la cuisine est côté ouest, eh bien, il va y avoir des décompensations, et notamment des décompensations plutôt physiologiques, qui vont se situer dans la partie basse du corps, avec une mauvaise circulation dans les jambes, des problèmes au niveau des genoux, problèmes des chevilles, petit bassin, problèmes gynécologiques pour les femmes. Eh bien, si on rectifie, alors attention, les gens nous disent ouais, vous êtes gentil, mais ma cuisine elle est à l'ouest, comment je fais? Parce que je ne peux pas forcément la bouger du côté est. Eh bien, là, dans la méthode de Vastu, on va avoir la possibilité de corriger en fait l'impact négatif de cette cuisine qui est du côté ouest pour que se libérer en fait de la problématique. Et j'ai constaté, enfin nous avons constaté de nombreux effets positifs, c'est-à-dire le retour des gens qui nous disent bah oui, en fait depuis que vous êtes intervenu, bah, on a beaucoup moins de problèmes par rapport à justement telle ou telle difficulté. Voilà, ça c'est un exemple. Peut-être tu peux en donner un. Oui. Alors comme ça on va alterner. Oui, on va alterner du coup les exemples concrets. Comme ça, ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Oui, il faut que je colle le micro sur le menton. Vous m'entendez bien? Alors, donc du coup, je vais vous donner un autre exemple. L'exemple de l'impasse. Donc, on se retrouve dans une impasse. Notre maison est dans une impasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une route qui arrive et il n'y a pas de possibilité de rejoindre une autre route. Vous êtes donc dans une espèce de cul-de-sac, et être dans une impasse, ça signifie quoi? Ça veut dire aussi que vous-même, ça peut vous influencer dans vos projets, dans ce que vous avez à vivre. Eh bien, il y a une sensation de ne pas avancer, une sensation d'être, voilà, qu'il n'y ait pas d'issue. Et alors, qu'est-ce que ça peut générer, ça? Ça peut générer une grosse fatigue, et ça peut générer de la dépression nerveuse. C'est-à-dire qu'on va utiliser, et on va mettre des efforts, on va faire tout ce qu'il faut, et au bout d'un moment, eh bien, on est épuisé, épuisé physiquement, épuisé mentalement. Alors ça aussi, c'est l'aspect correctif du Vastu. On peut aussi intervenir à ce niveau-là. Je te laisse avec un autre exemple. Comme ça, on a le temps de réfléchir chacun aux exemples. Oui, alors parlons par exemple des chambres à coucher. Parce que ça, c'est un lieu quand même qui est important dans la mesure où on y passe un certain nombre d'heures chaque jour. Eh bien, il va y avoir, suivant la situation à l'intérieur de la maison, des lieux qui vont être propices au repos ou d'autres qui sont, on va dire, pas vraiment néfastes, mais qui ne sont pas propices à l'endormissement et, je dirais, un sommeil apaisé. Alors, je vais prendre un exemple. On avait, Lydie et moi, on était en mission Vastu à Tunis et le couple qui nous missionne pour cette intervention nous dit bah écoutez, notre fille c'est quand même curieux parce que le soir elle s'endort dans sa chambre mais en fait on la retrouve tous les matins sur le canapé du salon. Et alors en fait ce qui se passait c'est que avec la fatigue, eh bien effectivement cette jeune fille s'endormait dans sa chambre, mais dès qu'elle avait retrouvé un petit peu d'énergie, eh bien elle n'arrivait plus à dormir. Et donc, il fallait qu'elle quitte le lieu pour retrouver un endroit plus paisible. Et effectivement, là, elle retrouvait le sommeil. Et alors, en fait, quand on analysait d'un point de vue Vastu sa chambre, eh bien, elle était dans ce qu'on appelle le lieu d'instabilité de l'habitat. Alors, c'est pas un lieu négatif, mais si vous voulez, par propriété, c'est pas le lieu propice, vous voyez, pour faire une chambre. Hein, ou alors vous faites peut-être une chambre d'amis, comme ça vous êtes sûr que les amis ne vont pas s'incruster chez vous. Mais d'où l'importance. Alors évidemment, hein, ce sont des exemples, c'est pas toute personne qui va être à cet endroit-là va manifester comme ça un sommeil trop léger. Mais si vous avez déjà cette tendance, vous voyez, physiologique à avoir un sommeil léger, eh bien cet endroit-là ne va pas être propice. Alors, je pense à un autre exemple où il y avait un enfant qui dormait très mal
Et il y a eu une suggestion de changer en fait de chambre, puisqu'il y avait une autre chambre qui était disponible, et à partir de là, en fait, l'enfant a très très bien dormi. Donc comme quoi c'est important en fait de comprendre comment s'organise l'énergie à l'intérieur de l'habitat. Allez. On va rester dans les chambres à coucher et on va parler aussi des entrées, la porte d'entrée. En fait, quand vous avez votre lit, dans l'idéal, il faudrait que votre porte d'entrée ne donne pas sur votre lit. Vous voyez, vous avez le flux d'entrée, il ne faudrait pas que ça donne sur votre lit. Pourquoi? Eh bien parce que ça crée de l'instabilité. Ce n'est pas du tout propice au repos. Alors il suffit que vous soyez d'une nature à pas forcément dormir, un petit peu anxieux, ça va amplifier cette anxiété. Ça ne favorise absolument pas le repos et ça peut créer aussi des cauchemars, des choses qui ne sont pas du tout agréables à vivre la nuit. On peut rester dans la chambre à coucher, tu peux enchaîner. Oui, alors moi j'aime bien en fait m'appuyer sur des exemples qu'on a vécus. Il y a 3-4 ans, il y a en fait notre chaudière en fait dans la maison tombe en panne. Et donc le technicien vient pour changer la chaudière et puis il déballe les cartons, enfin il installe la machine, puis on finit par discuter vaste tout au bout d'un moment forcément. Et puis il me dit, oui, j'ai remarqué quand même qu'il y a des lieux où je travaille mieux, où je me sens mieux, des lieux où c'est moins bon. Puis tout d'un coup, je le vois, il s'arrête et puis il me dit, mais vous allez peut-être m'éclairer parce que dans mon pavillon, avec ma femme, on a décidé de changer de chambre. Et depuis, en fait, je dors pas bien. Alors qu'avant, je dormais vraiment comme un bébé. Alors je lui ai dit, bon, écoutez, là sur le carton de déballage avec le stylo, faites-moi un petit plan comment c'est dans la chambre. Et en fait, il y avait deux problématiques. Il y avait la problématique dont Lydie vient de vous parler, c'est-à-dire le flux, ce qu'on appelle le flux frappant. Quand on rentre dans la porte, on cogne le lit, vous voyez directement. Mais il y avait un deuxième problème, c'est qu'il y avait un grand miroir qu'ils avaient installé en fait juste en face le lit. Et donc, ça c'est aussi une problématique. Alors je lui dis, le miroir là, vous pouvez le déplacer facilement? Oui, c'est pas un miroir qui est fixé au mur, il est juste posé. Vous allez le mettre entre la porte et votre lit, de telle manière à ce que le miroir regarde le fond de la chambre. Vous voyez, il ne regarde plus le lit, il est perpendiculaire. Et en fait, il fait comme un champ vibratoire entre la porte et le lit. Il dit oui, écoutez, oui, pourquoi pas, je vais essayer. Et en fait, ce monsieur, il revient 10 jours plus tard pour faire les vérifications, la purge du système. Enfin bon, voilà, ça c'est son job. Puis tout d'un coup, il s'arrête et il dit, mais vous savez, ça marche votre truc. Moi, j'avais déjà un peu oublié l'affaire. Il me dit, oui, vous vous souvenez, vous m'aviez dit de changer le miroir de place et ça. Eh bien, depuis que j'ai fait ça, je dors à nouveau comme un bébé. Voilà, c'est une belle illustration en fait. Donc je vais rebondir sur flux frappant, puisque tu as parlé de flux frappant pour justement les portes qui donnent sur les lits. Eh bien, on peut aussi appliquer cela sur une route qui va frapper une maison. Ça arrive souvent, hein, vous voyez, on a la route comme ça, et puis en fait on a une maison en face. Et on peut très bien et intuitivement s'imaginer à quel point les habitants à l'intérieur sont malmenés et ne sont pas tranquilles. Parce qu'en permanence, il y a des flux de voitures qui arrivent sur la maison. Alors, nous, ce qu'on a constaté, et qui était quand même complètement fou, on a remarqué que dans les maisons comme ça, il y avait énormément de violence. Beaucoup de violence dans les couples, au niveau des enfants, c'était très, très, très dur. Et donc, ça c'est extrêmement important de voir. Alors, si on est dans une impasse avec un flux frappant, c'est vraiment la catastrophe en fait, en termes de bien-être et de relations harmonieuses. Et donc, bon après c'est un autre débat effectivement, mais j'aime bien ce débat de dire on choisit jamais sa maison par hasard, mais peut-être c'est pas le débat de cette conférence. Mais en tout cas, c'est important aussi de voir, vous voyez, le macro et puis le micro, on parle de la chambre à coucher, mais il y a tout l'environnement aussi qui est extrêmement important et que l'on prend en compte dans le Vastu.
Oui, ce qui se passe dessous aussi dans la terre, bien sûr. Ben, en fait, le Vastu, il va œuvrer sur 3 grands axes. Là, on est en train de vous parler plutôt du structurel, c'est comment l'habitat est organisé. Mais évidemment, il y a tout ce qu'on appelle la géobiologie, c'est-à-dire les réseaux qui sont, enfin, qui appartiennent à l'énergie de la Terre. Hein. Bon, réseau Hartmann, réseau Curie, Grand Diagonal, pour ceux qui connaissent un petit peu la géobiologie. Ben, effectivement, là, il va falloir faire aussi du correctif, hein, notamment quand vous avez un nœud pathogène sous le lit, ben, ça va se cumuler avec tout ce qu'on a dit précédemment. Hein. On parlait aussi de maisons un petit peu pathogènes. Les professionnels de l'immobilier nous disent c'est curieux, il y a des maisons à divorce. Alors pourquoi ils ont fait le constat, c'est qu'en fait, ils ont la maison à vendre tous les 2 ans. Parce que un jeune couple vient, achète la maison, il reste 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ça divorce et il faut revendre la maison. Eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, ce sont des maisons qui, en général, sont désaxées par rapport aux axes cardinaux. C'est-à-dire que la maison, au lieu d'être bien cardinale, ce qui n'est pas forcément le meilleur, hein, mais quand elle est complètement dans la diagonale, eh bien, ça crée de l'instabilité. Et cette instabilité, eh bien, c'est un petit peu comme si on était avec je dirais, le feu qui mijote dessous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser, se reposer, se centrer, voilà. Et donc, s'il y a déjà, je dirais, un contexte un petit peu conflictuel, eh ben, comme on dit, on souffle sur les braises. Et en fait, c'est assez symptomatique. Il y a des gens qui nous disent, c'est bizarre, quand on est à l'extérieur, bon, ben, ça va, c'est tranquille. On rentre dans la maison, puis au bout d'un quart d'heure, on s'engueule. Et bah là, c'est très symptomatique d'une maison qui, alors ça peut être lié aussi à d'autres choses. Hein. Il y a de nombreux critères. Là, on vous dresse un panorama rapide, mais cette diagonalité dans la maison, elle apporte en fait de l'instabilité et ça peut créer du conflit. Alors si en plus vous êtes en impasse au fond d'un flux frappant, oui, enfin bon, on peut comme ça cumuler et ça donne des maisons invivables. Ça nous arrive parfois d'avoir des demandes qui nous arrivent à l'Institut, comme ça on regarde un peu les plans, on dit oh là là, oh les pauvres gens là, ça doit être dur. Oui, et tu n'as pas encore souligné les perturbations électromagnétiques, puisqu'on a les antennes 5G. Nous avons, parfois il arrive qu'il y ait des grandes lignes à haute tension, et il peut y avoir même des maisons toutes proches, voire presque en dessous. Vous avez donc les lignes TGV, bon, qui sont moins perturbatrices, mais qui peuvent l'être aussi. Toutes ces perturbations créent aussi beaucoup d'instabilité pour l'habitant, et ça crée aussi des problèmes de santé. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en parle pas au niveau public, mais enfin rien n'est étonnant à ce niveau-là, mais ça peut générer des problèmes de santé extrêmement graves suivant l'état de santé général de la personne, suivant sa sensibilité, suivant son état émotionnel. Donc ça, on le prend extrêmement en compte et on est attentif à ça. Les compteurs Linky aussi, l'impact des compteurs Linky sur la maison. Ça fait beaucoup de perturbations dans les maisons. Alors on pourrait continuer comme ça la liste, vous dérouler et puis vous allez sortir en vous disant mon Dieu, c'est terrible. J'ai à peu près coché toutes les cases. Alors peut-être en conclusion, et puis si vous avez quelques questions, par rapport à tout ce qu'on vient de dérouler, en fait, le Vastu propose des solutions, parce que c'est pas le tout de faire un diagnostic et de poser les problèmes, parce qu'évidemment, si on vous dit votre cuisine est mal placée, votre chambre ça va pas, vous êtes en impasse, il y a ci, il y a ça, au revoir monsieur, au revoir madame, là la situation est un peu dure, quoi, parce que on vous laisse avec les problèmes. En fait, le Vastu apporte un grand nombre de solutions, que ce soit la géobiologie, c'est-à-dire par rapport aux perturbations du sous-sol, par rapport au structurel, c'est-à-dire un petit peu tout ce dont on vient de parler, et puis également, comme le souligne Lydie, il y a aussi la mémoire des lieux, c'est-à-dire l'historique, parce qu'on est influencé par l'habitat, mais l'habitat nous influence, enfin, nous influençons également l'habitat.
Si on fait de la méditation, ben, on va apporter de la vibration, on va apporter de la lumière, on va apporter des choses positives. Mais s'il y a des drames, de la violence, hein, ou vraiment un événement extrêmement dramatique comme un suicide ou autre, eh bien c'est sûr que ça va laisser des empreintes, voire même parfois des présences en fait dans les lieux. Et ben là, on a aussi des outils thérapeutiques pour soigner l'habitat. C'est un soin plus émotionnel que structurel. Oui, sur la mémoire des lieux, en fait, on a des outils qui sont des mandalas. Alors, les mandalas, il y en a sur le stand, vous pourrez les voir. Hein. En fait, au centre de chaque mandala, il y a une entité de lumière, un égrégore lumineux qui va apporter une coloration. Alors, par exemple, quand il y a des entités dans une maison, eh bien, on va faire appel à des énergies de la Mère divine, comme la Vierge Marie, Tara Verte, enfin suivant nos affinités, hein, bien entendu. Ça peut être Mananda Mahi, pour ceux qui connaissent. Ce sont des forces du cœur extrêmement puissantes et qui permettent en fait de monter vibratoirement le lieu et de faire comme une porte, une fenêtre, hein, pour que les entités puissent se dissiper. Alors, il y a ces solutions-là, puis il y a d'autres solutions aussi qu'on applique sur place en fonction aussi du cas et de la mémoire qui est présente, parce que chaque lieu est différent. Un lieu, c'est comme un individu, et donc en fait, il faut regarder précisément chaque maison et voir et diagnostiquer et regarder l'ensemble, mais aussi regarder l'historique du lieu et l'allier aussi à l'historique de l'habitant, parce que l'habitat et l'habitant, c'est un mariage en fait. Donc, ce mariage, il n'a pas lieu sans raison. Donc ça, c'est important aussi à voir. Bon, bien sûr, on n'a pas fait le panorama et le grand tour du Vastou, mais j'espère que déjà, ça vous donne déjà des clés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que l'on a dit? Oui. Alors, peut-être, je vais vous passer le micro. Comme ça, on en profite. Déjà, qu'est-ce que veut dire Vastou? Ah. C'est la science sacrée de l'habitat, c'est-à-dire à l'origine une discipline ancestrale qui était plutôt destinée vers les lieux sacrés, c'est-à-dire les temples. Mais en fait, il y a eu au cours des âges des évolutions de cette discipline, notamment, je dirais, au début du siècle dernier et pendant tout le XXe siècle, avec certains maîtres, Sri Aurobindo, maire, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont apporté un souffle plutôt thérapeutique à l'habitat. C'est-à-dire qu'à l'origine, le Vastus, cette science sacrée de l'habitat, se décline plutôt pour un projet architectural. Mais il y a tellement à faire aussi dans ce qui est déjà construit, c'est-à-dire que on peut appliquer tout un domaine du Vastu pour réhabiliter en fait l'habitat. Mais dans sa définition, c'est ça, c'est la science sacrée de l'habitat. D'autres questions? Ça va aller, les questions. Non, mais posez. Oui, moi ma question c'était quel est le lien en fait vraiment avec la géobiologie. Enfin, j'imagine que la géobiologie actuelle, elle se base sur, par exemple, le Vastu notamment. Mais en quoi, enfin, est-ce que vous utilisez par exemple un tel de l'échelle ou des outils un peu similaires ou pas du tout? Alors, c'est un domaine qui est d'ailleurs pour nous un diagnostic important parce qu'il y a de plus en plus de perturbations électromagnétiques avec les antennes téléphoniques, bon, les THT, les lignes à très haute tension, bon, les Wi-Fi, enfin bon, toutes les compteurs, on en a parlé tout à l'heure, les compteurs personnels, les compteurs électriques. Alors on utilise différents instruments, mais je dirais qu'en premier lieu, nous sommes l'instrument. C'est-à-dire qu'on est capable de ressentir. Hein, moi, si nous approchons d'une antenne, par exemple de téléphonie, on va sentir. Alors,
on va pas forcément sentir de la même façon. C'est-à-dire que moi, ça va plutôt être, par exemple, une pression au niveau de la tête. Pour d'autres personnes, ils vont sentir plutôt dans une autre partie du corps. Alors, effectivement, avec mon maître, on utilisait l'antenne de l'échelle que j'ai appris à manier, mais c'est une antenne qui n'est pas forcément facile à maîtriser. C'est pour ça qu'au sein de l'Institut, quand on forme les gens, parce que c'est une des vocations de l'Institut, hein, c'est pas simplement d'intervenir sur les lieux, bien sûr on intervient à la demande des personnes qui nous sollicitent, mais c'est aussi former des gens à cette discipline pour qu'eux-mêmes puissent aller soigner les lieux. Et donc, on utilise l'antenne log de Hartmann, on utilise des baguettes, on utilise différents instruments qui sont quand même relativement faciles, accessibles. On a des petits ateliers d'apprentissage. Et puis après, ben, comme toute chose, hein, si vous apprenez la musique, il faut faire ses gammes et développer ben, l'instrument. Bien là, il va falloir développer son rapport, je dirais, à l'instrument, développer sa sensibilité. Mais j'insiste vraiment, c'est pour ça que je fais faire aux gens de la méditation tous les matins quand ils viennent se former, pour développer un petit peu leur sensibilité, leur canaux intérieur. Et tout le monde a cette sensibilité. Maintenant, il faut apprendre un petit peu à reconnaître aussi je dirais, ces messages subtils qu'on reçoit de l'environnement. Parce que parfois, on a des impressions, mais on ne sait pas trop, en fait, au final, ce qu'on ressent. Et quand on travaille ensemble, parce qu'il y a l'esprit du compagnonnage, en fait, on accompagne les personnes qui veulent se former, eh bien, petit à petit, on étalonne leur propre ressenti pour qu'ils soient autonomes par la suite, en dire « Ah oui, je ressens ça, ça veut dire ça ». Mais effectivement, le côté perturbation électromagnétique, que ce soit les réseaux terrestres, hein, Hartmann, Curie ou autres, c'est quelque chose de très très important, mais ça représente peut-être 20-25%, vous voyez, du Vastu. Hein. Il y a énormément d'autres critères qui sont pris en compte. C'est pour ça qu'on est très complet. D'ailleurs, on a pas mal de géobiologues qui viennent se former chez nous, comme des gens qui sont impliqués dans le Feng Shui. Et là, on a un gros avantage, je dirais, c'est pas pour discréditer du tout le Feng Shui, mais je pense, pour connaître un peu les deux disciplines, que le Vastu est plus adapté à notre mode d'aujourd'hui. Notre mode, je dirais, occidental, bien que l'Orient nous rejoigne quand même à vitesse grand V dans cette organisation un petit peu plus de société comme on connaît en Occident. Mais ces sociétés orientales, elles gardent quand même un pied dans leur tradition. Ça, alors que nous, on a quand même pas mal coupé, alors qu'on avait quand même des choses, effectivement, chez nous, par rapport à cette connaissance de la nature, mais la science est tellement développée, elle a pris un peu tout l'espace. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on rencontre un certain nombre de problèmes, parce que ce serait bien qu'on revienne un petit peu aux fondamentaux et qu'on refasse un petit peu la paix, je dirais, avec la connaissance des anciens, ce qui n'est pas... la technologie n'est pas négative, mais bon, voilà, ça dépend comment on l'utilise. Hein. Cette fameuse phrase « science sans conscience n'est que de ruine de l'âme », eh bien, voilà. Donc, effectivement, hein, on agit, mais c'est qu'une partie. Voilà, c'est qu'une partie de notre action. Oui. Non, tu peux parler comme ça va aller. Oh non, mais c'est bien avec le micro, parce que comme on enregistre. Ah, non, pardon. Ma question, c'était par rapport, vous avez un peu évoqué la boîte à outils. Donc vous avez parlé par exemple des mandalas, vous avez parlé des emplacements structurels, des déplacements de meubles, miroirs, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre panoplie? J'ai entendu parler des baguettes. Alors, est-ce que les baguettes, c'est par rapport au diagnostic ou par rapport aussi à... est-ce que, je sais pas, est-ce que ce sont des cristaux, des objets, des couleurs, des intentions? Comment on travaille le Vastu dans les solutions? Merci pour cette question. Alors, effectivement, on a plusieurs outils que l'on met dans la maison, que l'on pose. Ce sont du matériau que l'on va peser parce qu'on travaille dans la matière. On travaille pas. Alors, bien sûr qu'il y a l'intention
Mais l'intention dans notre pratique, elle n'est pas suffisante parce qu'en fait l'idée c'est vraiment de faire descendre l'esprit dans la matière, tout comme Sri Aurobindo l'a expliqué, hein, et puis a œuvré pour faire passer cette information-là qui est essentielle, faire passer l'esprit dans la matière. Pas que la symbolique. Pas que dans la symbolique. Alors pour ça, justement, Mère a transmis des outils qui sont en fait des pierres et des métaux précieux. C'est-à-dire qu'on va utiliser des carreaux de marbre, des carrés de marbre, des petits carrés. Hein. On va utiliser du cuivre pour faire diffuser l'énergie vitale dans le lieu. Alors c'est pas que on pose un petit bout de marbre là, un petit bout de cuivre. C'est très précis en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement... il faut se mettre en connexion avec l'énergie vitale du lieu. Alors évidemment, on va dire, de la théorie que l'on apprend. Et après, on se met en relation avec le lieu. Et on va positionner dans des endroits bien précis ces marbres, ces cuivres, dans des positions extrêmement précises que l'on apprend aussi à faire. Et pour justement le marbre et le cuivre, ça va corriger... ce qu'on appelle corriger, hein, harmoniser, tout ce qui est ce qu'on appelle structurel, c'est-à-dire ce qu'on a parlé, évoqué les routes frappantes, ça peut être la maison qui est dans les axes cardinaux, il y a toute la circulation de l'énergie dans la maison, tout ce qui est aspiration d'énergie. Donc on utilise ces matériaux pour ça. On l'utilise aussi pour la géobiologie, pour corriger des nœuds Hartmann, couper des lignes d'eau par exemple, protéger des ondes électromagnétiques, des perturbations. Et les mandalas, c'est le troisième outil que l'on utilise. Les mandalas, c'est pour la mémoire des lieux et tout l'aspect émotionnel. Ça va toucher aussi bien l'émotionnel du lieu que l'émotionnel de l'habitant. Ça, ce sont nos trois outils principaux. Et effectivement, tout ce qui est baguette, on utilise les baguettes, on utilise les pendules, on utilise la fameuse échelle de Bovis pour contrôler parfois si au niveau du corps on peut être un peu fatigué, on peut utiliser l'échelle de Bovis pour contrôler. Et ça, ce sont plutôt des moyens en fait de mise en place, mais concrètement, on pose dans la maison ce dont je vous ai parlé, ces trois éléments-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous a paru clair? Oui. Ça vous a paru clair, c'est super. Est-ce que tu veux ajouter un mot de fin? Juste un mot de conclusion. On utilise aussi des fois des bandes miroirs. C'est un outil qui est un peu en annexe. C'est pas l'outil principal, mais d'ailleurs en Feng Shui, on utilise aussi un petit peu l'effet des miroirs. Donc là, il faut faire un petit peu attention avec les miroirs parce qu'à la fois, ce sont des éléments correctifs, mais parfois des éléments perturbateurs. Bon, c'est comme toute chose. Hein. Il faut, quand on parle du marbre, du cuivre, des bandes miroirs, il y a une technologie vraiment derrière. C'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître comment ça fonctionne. C'est très précis. Donc là, c'est l'aspect technique. Mais en fait, à l'Institut, on n'est pas là pour former des techniciens, c'est-à-dire des gens qui vont appliquer des recettes de cuisine. Mais bien sûr, il y a une technologie qu'il faut apprendre, mais après, il faut aussi savoir l'adapter, comme tu l'as dit, Lydie, c'est-à-dire que chaque lieu a sa personnalité. C'est comme un individu, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois quelque chose d'unique et il va falloir adapter l'outil. Et ça, c'est ça qui est merveilleux dans cette discipline, c'est qu'on peut jamais, ça fait des années qu'on fait de l'harmonisation, et en fait on a toujours un petit challenge quand on arrive dans un lieu, parce que c'est un lieu qui est neuf, c'est un lieu qui est nouveau, qui va poser une problématique qui lui est tout à fait personnelle, et il va falloir en fait qu'on décode le message pour pouvoir adapter la technique, si vous voulez, à la spécificité. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci d'être venu. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit détour sur notre stand si vous souhaitez, enfin, qui est juste là derrière. Voilà, merci à vous tous. Merci. Merci. Oui. Attends, parce que si...